qui est le premier lauréat de la bourse de la Fondation Claude Lévy, enfants juifs cachés. Mais en fait, Antoine est là pour nous faire part des résultats du travail qu'il a mené en partie grâce à la bourse pendant les 2 ans qui se sont écoulés et pendant lesquels il a aussi eu le titre de docteur en histoire. Il occupe actuellement un poste de post-doctorat fellow à l'université de Manchester. Il est fellow de la Fondation pour la mémoire de la Shoah 2018-2020 et donc détenteur de la bourse jusqu'à aujourd'hui, puisqu'il va passer le témoin dans quelques instants au prochain lauréat de la bourse. Alors, pendant les 2 années qui se sont écoulées, Antoine a parcouru la France, la Belgique, le Royaume-Uni, entre autres, et a recueilli des témoignages auprès d'enfants juifs cachés, puisque c'était le but que nous lui avions assigné. Il a également participé ces 2 dernières années à la journée de la mémoire qui est organisée par l'École européenne de Strasbourg, journée qui est essentiellement animée par Alain Facio, qui est membre du comité scientifique de la Fondation, professeur d'histoire et qui est présent aujourd'hui avec quelques-uns de ses élèves. Dans le cadre donc de la bourse, Antoine a rédigé un livret pédagogique qu'il va maintenant vous présenter. Ce livret, en partie financé par la Fondation, sera proposé aux écoles afin de travailler sur les témoignages recueillis. Je tiens ici à remercier tout particulièrement les enfants juifs cachés qui sont présents dans la salle. Les autres, nous leur transmettrons nos remerciements, car ils ont souvent accepté de témoigner dans la douleur et de partager des souvenirs dont ils n'avaient jamais parlé. Or, leur témoignage est absolument essentiel pour les jeunes générations. Alors, je donne la parole à Antoine qui va vous présenter les résultats de ses travaux. Ouais. Merci Carole. Donc je vais profiter des 30 prochaines minutes pour vous présenter donc rapidement mon projet de recherche, plus près du micro. C'est mieux comme ça? Pour vous parler un peu plus donc en détail de ce livret pédagogique que Carole a déjà mentionné, qui a été le résultat principal de mon projet de recherche, mais pas le seul, et aborder à travers ce document la question qui est au centre du colloque d'aujourd'hui, celle de la transmission de la mémoire, alors que l'ère des témoins, pour reprendre les termes de l'historienne Annette Wewerka, touche malheureusement à sa fin. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais moi aussi commencer par quelques remerciements, puisque comme Carole vous l'a dit, cette journée marque aussi la conclusion de mes 2 ans en tant que premier lauréat de la bourse Claude Lévy. Je me réjouis d'ailleurs d'en apprendre plus sur le projet de la personne qui va me succéder. Mes premiers remerciements vont tout d'abord bien sûr à Carole, qui a souvent dit que ma recherche était en partie financée par la Fondation. Donc je pense que c'est en très très grande partie par la Fondation. Et je dirais même plus que ce projet n'aurait peut-être pas vu le jour sans l'aide de Carole. Donc je tiens vraiment à le dire, votre soutien, Carole, m'a permis de continuer mon travail de recherche sur le vécu des enfants pendant la Shoah, mais m'a aussi amené à enrichir ma pratique d'historien en allant pour la première fois de ma jeune carrière universitaire à la rencontre des survivants, et aussi à sortir un peu de ma zone de confort en intervenant auprès des lycéens de l'école européenne de Strasbourg. Ces interventions, comme Carole l'ont dit, ont pu avoir lieu grâce à la collaboration entre Carole et Monsieur Facio, que je tiens également à remercier et que nous aurons la chance d'entendre cet après-midi.
Ces interventions étaient pour moi ma première expérience en milieu scolaire sur l'histoire de la Shoah, et elles ont été des expériences très enrichissantes qui m'ont amené à une réflexion, je dois l'avouer, parfois un peu douloureuse, sur mon rôle en tant que jeune historien dans le devoir de mémoire, et surtout, pour reprendre les termes de Georges Bensoussan dans son ouvrage Auschwitz en héritage, mon rôle dans le devoir d'histoire que nous avons auprès de la jeune génération. Les derniers remerciements que je voudrais adresser avant de commencer un peu plus en détail mon intervention sont bien entendu pour celles et ceux qui ont gentiment accepté de me rencontrer pendant ces 2 années, qui m'ont très chaleureusement reçu chez eux à Strasbourg, Nancy, Paris, Bruxelles et Londres, et qui ont partagé avec moi leurs témoignages vraiment si précieux, certains pour la première fois en dehors du cadre familial. D'ailleurs, je me réjouis, comme l'a dit Carole, que quelques-uns d'entre eux soient ici aujourd'hui, et j'espère qu'ils vont continuer tous et toutes, d'une manière ou d'une autre, le formidable travail de transmission et d'éducation qu'ils mènent. Car c'est vraiment leur parole à eux qui a été au cœur de mon travail pendant ces 2 dernières années. Parce qu'après avoir passé 5 ans vraiment presque uniquement dans les archives pendant ma thèse et avoir délaissé en grande partie l'histoire orale, c'était vraiment mon objectif premier avec cette bourse, c'est vraiment redonner la parole aux survivants dans ma recherche pour essayer de mieux comprendre comment certains, alors enfants et adolescents, avaient pu survivre pendant la Shoah. Mon deuxième objectif, je reviendrai un peu là-dessus plus tard, était d'accorder une place particulière à l'immédiat après-guerre, une période que, si vous m'avez entendu il y a 2 ans, je considère vraiment fascinante et déterminante pour mieux comprendre ce que sont devenus les survivants et comment s'est construite la mémoire de la Shoah. Donc j'ai donc décidé, en parallèle aux recherches en archives que je menais, notamment au Centre de documentation juive contemporaine à Paris ou encore à la Weiner Library à Londres, de recueillir les témoignages de personnes qui avaient été enfants pendant la Shoah. Très vite, pour différentes raisons, j'ai décidé de me concentrer uniquement sur celles et ceux qui avaient été cachés. J'avais lu pendant ma thèse et pendant mes années de master les travaux de Nathalie Zadj, de Boris Cyrulnik, que vous connaissez je pense tous, mais je n'avais pas conscience de la diversité de parcours et d'émotions qui se cachent derrière ce terme d'enfants cachés, ou plus précisément d'enfants juifs cachés, pour reprendre l'expression dont la Fondation Claude Lévy œuvre à la reconnaissance juridique. J'ai donc cherché à rendre compte dans ma recherche, et vous le verrez dans ce livret, de la diversité et de la complexité qui se cache derrière ce terme d'enfants juifs cachés. Au total, j'ai réalisé des entretiens avec 20 personnes qui vivent aujourd'hui en Belgique, au Royaume-Uni et en France. Parmi eux, on trouve des hommes et des femmes qui étaient âgés de quelques mois ou qui étaient déjà adolescents pendant la guerre. Le plus âgé, André, qui habite à Paris, avait 8 ans en 1939. Et la plus jeune, Liliane, qui, je pense, est peut-être dans cette salle aujourd'hui, est née en 1942. Donc leurs expériences et leurs souvenirs de la guerre sont bien sûr très différents. Beaucoup sont nés en France de parents français et étrangers. Jean-Claude, on entendra donc cet après-midi plus en détail, est né à Paris, mais ses parents sont arrivés de Pologne à la fin des années 20 et n'avaient pas la citoyenneté française, qui a bien sûr joué un rôle très important dans leur expérience de la guerre. Donc leur profil, que cela soit en termes d'âge, de classe sociale ou du parcours de leurs parents, sont donc très variés. Tout comme leur expérience pendant la guerre et tout comme les conséquences que cette expérience a eues sur leur vie d'adolescent puis sur leur vie d'adulte. Et même si bien entendu on peut trouver de nombreux points communs dans leur parcours, chacune de ces histoires est unique. Leur rapport même à cette histoire est assez varié, comme je l'ai déjà un peu dit. La plupart ont attendu de longues années pour parler déjà au sein de leur famille, on l'a un peu abordé dans la présentation précédente. Certains, comme Jean Hertz, que j'ai rencontré à Nancy, ou Jean-Claude Zieberstein, qui va parler cet après-midi, ont publié leur mémoire.
D'autres, comme Roland, ont parlé assez régulièrement devant des élèves. Et d'autres encore, comme Madame Paulette Biche, que j'ai rencontrée ici à Strasbourg, ont témoigné pour la première fois lors de mon projet. Donc, au fur et à mesure de ces rencontres avec ces enfants juifs cachés et des discussions que j'ai pu avoir avec eux sur la question de la transmission, et aussi après la première intervention auquel j'avais participé auprès des lycéens de l'école européenne de Strasbourg, donc je pense en janvier 2018, je me suis posé la question suivante. Comment faire pour que les témoignages que j'avais collectés ne soient pas cantonnés aux seules revues et ouvrages universitaires, qui sont quand même le cœur de ma carrière, revues qui ont un lectorat certes attentif, mais assez limité. Donc en d'autres termes, comment pouvais-je à partir de ce projet apporter ma contribution, même modeste, au devoir d'histoire et de mémoire. Donc en premier lieu, j'ai eu l'idée de présenter chaque parcours de ces enfants cachés sous la forme d'une fiche individuelle ou une chronologie accompagnée des extraits d'entretien. Vous pouvez voir ici celle de Alain Hirschler, le fils de la personne dont cette salle porte le nom. Mais après avoir échangé avec Carole et avec les autres membres du comité scientifique de la Fondation, et aussi en m'inspirant d'un document similaire que Francine avait coécrit pour le Conseil de l'Europe en 2016, j'ai décidé de réaliser un livret pédagogique qui serait donc principalement à l'intention des enseignants d'histoire et de géographie du lycée, pour les aider dans leur préparation du cours sur la Shoah, mais qui pouvait aussi servir de support en classe pour les élèves. Et c'est ce document que je souhaite vous présenter maintenant en un peu plus de détails. Donc, si je l'ai surtout pensé comme outil de transmission pour les jeunes générations, j'espère qu'il conviendra quand même aussi à toutes celles et ceux qui veulent en apprendre un peu plus sur les destins exceptionnels de ces enfants cachés. Donc ce livret, il a vraiment pour but de faire connaître l'histoire et la mémoire de ces enfants et de transmettre la parole de certains d'entre eux, bien entendu, et ce faisant d'honorer la mémoire de celles et ceux qui ont participé à leur sauvetage pendant la guerre, puisqu'il est en effet impossible de parler des enfants juifs cachés sans parler des personnes qui les ont sauvés. Donc le livret est structuré en trois parties. Tout d'abord une introduction qui présente l'action de la Fondation, le parcours de celui dont elle porte le nom, et qui détaille aussi les objectifs du document. Dans cette introduction, j'ai essayé d'insister vraiment sur le rôle fondamental de l'enseignement de l'histoire, donc en général, dans la formation des futures générations de citoyens, l'importance cruciale de l'enseignement de la Shoah, à la fois comme événement majeur qui est essentiel à la compréhension du XXe et du XXIe siècle, mais aussi comme moyen d'amener les élèves à réfléchir aux dangers des préjugés, du racisme, de l'antisémitisme, du déni de démocratie, et de les alerter face aux dangers, aux risques réels, face aux violations répétées des droits de l'homme et au rejet de l'autre aujourd'hui. J'ai aussi insisté sur l'importance, je pense, d'enseigner spécifiquement l'histoire des enfants juifs cachés, dont la parole a été malheureusement longtemps marginalisée, et qui nous permet, je pense, de réfléchir aux conséquences dramatiques de la guerre sur les enfants, qui sont toujours aujourd'hui les victimes les plus vulnérables dans les guerres contemporaines. Donc, après cette introduction, la première partie du livret porte sur le contexte historique et replace le sort singulier des enfants juifs cachés dans le contexte plus global de la Shoah et de la Seconde Guerre mondiale, à travers une série de thèmes sur lesquels je vais revenir un peu plus en détail. Chaque thème comprend des conseils de lecture, des questions qui peuvent être abordées en classe par les enseignants. Pour vous donner un exemple de question, la dernière question de la section sur le témoignage et la mémoire, et d'ailleurs celle du colloque aujourd'hui, comment continuer à transmettre l'histoire et la mémoire de la Shoah sans les survivants. La deuxième partie du livret se concentre sur les témoignages des survivants eux-mêmes. Donc, pour différentes raisons, j'ai choisi de présenter 16 entretiens qui, comme je le disais, sont présentés sous la forme d'une fiche individuelle
avec donc une chronologie, une carte des principaux lieux de résidence du témoin, des textes qui reprennent différentes thématiques de la vie de ces enfants pendant et après la guerre, des extraits audio de l'entretien qui sont accessibles via QR code. C'était d'ailleurs un des gains, je pense, de ces 2 ans, c'est que maintenant je suis un professionnel des QR codes, ou si vous êtes, comme moi, il y a quelques mois, pas très bon avec votre smartphone, vous pouvez accéder à ces extraits audio via le SoundCloud de la Fondation. Et il y a également différentes photos d'archives qui accompagnent ces fiches. Donc ces fiches ont plusieurs objectifs. Bien entendu, transmettre la parole des survivants, mais aussi, je l'espère, aider les élèves à mieux comprendre les expériences des enfants cachés. Je pense que tout enseignant d'histoire sera d'accord avec moi, les cas particuliers, les trajectoires individuelles permettent de donner un visage humain à des expériences qui peuvent parfois paraître un peu abstraites pour les élèves. J'espère aussi que le livret pourra amener les élèves à réfléchir peut-être plus spécifiquement à l'importance des témoignages en histoire. C'était l'approche que j'avais choisie pendant mon atelier lors de la dernière journée organisée par M. Facio en mars de cette année. Les élèves, dont certains sont là d'ailleurs aujourd'hui, avaient écouté des extraits du témoignage d'Alain, donc le fils du rabbin Hirschler, et avaient discuté de ce qu'on pouvait apprendre sur la guerre et sur la séparation avec ses parents à partir de ce témoignage, mais aussi sur le contexte de production du témoignage et l'importance de le prendre en compte dans l'analyse. Donc je souhaite maintenant aborder un peu plus en détail quelques sections thématiques du livret. Salomon, si tu peux revenir à la première partie sur les enfants pendant la Shoah. Donc je vais vous présenter les principaux points qui, j'espère, pourront être discutés avec les élèves et qui feront écho à certains des sujets du colloque aujourd'hui. Donc tout d'abord, les enfants juifs pendant la Shoah, les enfants juifs cachés en France, les personnes qui les ont sauvés, et enfin l'après-guerre et la question de la mémoire et du témoignage. Donc, tout d'abord, le livret s'ouvre avec une première section que j'ai utilisée pour rappeler que dans les conflits contemporains, les enfants sont toujours les populations les plus vulnérables. Et pendant la Shoah, les enfants et les adolescents juifs, parce que considérés comme le futur du judaïsme, étaient des cibles privilégiées par les nazis. Comme vous le savez sûrement, plus d'1 million d'entre eux ont été assassinés. Et j'ai cherché à insister sur la diversité des expériences de persécution qu'ils ont connues. Donc, dans les ghettos, par exemple, où les enfants juifs jouaient souvent un rôle crucial pour la survie de leur famille, notamment en se faufilant dans les brèches des murs du ghetto pour ramener de la nourriture et des médicaments de l'extérieur. Dans les camps, où leurs chances de survie sont quasiment inexistantes et où seuls les enfants plus âgés étaient parfois sélectionnés pour le travail forcé, où les conditions de vie étaient certes terribles, mais où la survie demeurait néanmoins un peu possible. Parmi cette diversité d'expériences de la persécution, j'ai choisi de me concentrer donc sur le vécu des enfants cachés, et plus particulièrement sur le vécu des enfants cachés en France, et d'une manière un peu moins systématique en Belgique. Salomon, si tu peux me montrer, voilà. Donc pendant la Seconde Guerre mondiale, on estime que plus de 11 000 enfants juifs de France, donc pas forcément de nationalité française, ont été assassinés par les nazis et leurs collaborateurs français, mais que 72 000, plus de 72 000 ont survécu, la plupart vivant cachés. Et derrière ce terme, comme je l'ai dit, derrière ce terme d'enfants juifs cachés, il y a des réalités très différentes. Et donc dans mon livret, assez rapidement, se posait alors la question de comment définir un enfant juif caché. Donc Nathalie Zach, que j'ai déjà mentionné un peu avant dans mon intervention, propose une définition qui me semble très pertinente. Donc elle dit « Un enfant juif caché est un survivant qui a enfant dû se cacher et dissimuler son identité afin d'échapper à l'arrestation, la déportation et l'extermination pendant la Shoah. Et durant cette période, cet enfant a généralement été séparé de ses parents et du judaïsme. » Donc Nathalie Zach dit bien « généralement séparé », car ce que j'ai pu le voir avec les différents entretiens que j'ai conduits, ce n'est pas toujours le cas. La plupart des enfants cachés que j'ai rencontrés
ont été séparés de leurs parents pendant de longs mois, c'est bien sûr le cas de Roland, mais d'autres, plus chanceux, ont passé la totalité de la guerre, mais parfois quand même dans la clandestinité, sous une fausse identité, mais sans jamais être séparés de leurs parents. C'est le cas par exemple de Annie, que j'ai rencontrée ici à Strasbourg, et qui a passé la guerre cachée sous une fausse identité à Mons, mais ses parents vivaient avec elle dans une maison à Mons. Il y a aussi l'idée que l'enfant juif caché vit complètement coupé du monde extérieur. C'est bien entendu l'histoire d'Anne Frank, qui est peut-être un peu l'icône ou le paradigme de l'enfant caché, mais ce n'était pas toujours le cas. Parmi les 20 personnes que j'ai rencontrées, il y a plein d'exemples. Annie, encore elle, malgré le fait qu'elle était enfant caché, elle a continué à fréquenter l'école à Mons. Roland, il vous dira lui-même, joue avec les enfants du village, va à Bergerac avec son tonton et sa tante. Donc il n'est pas, bien qu'enfant juif caché, il n'est pas coupé complètement du monde extérieur de la même manière que Anne Frank et sa famille l'étaient. Deux critères sont peut-être plus largement partagés par les enfants juifs cachés. C'est bien sûr tout d'abord le changement de nom. Comme vous le savez déjà, la plupart des enfants juifs cachés ont dû vivre sous une fausse identité pour survivre. Annie, dont j'ai déjà parlé, qui s'appelait Zilberman, est devenue Annie Sturs. Claude Lévy, bien sûr, est devenu Claude Lévis. Et l'autre critère qui, je pense, a également été partagé par la plus grande majorité des enfants juifs cachés, c'est la séparation avec le judaïsme. Les enfants juifs cachés doivent presque systématiquement dissimuler leur judaïsme. Annette, que j'ai rencontrée à Bruxelles, a passé la majorité de la guerre dans un couvent et s'est pensée d'ailleurs catholique pendant d'assez longues années. Les plus jeunes d'entre eux ne savent même pas qu'ils sont juifs. C'est là encore le cas de Roland qui ne découvre sa judaïté qu'en 1945. C'est vraiment ces différentes caractéristiques que j'ai abordées plus en détail dans le livret, en présentant à la fois comment elles ont marqué la vie quotidienne des enfants juifs cachés pendant la guerre, mais aussi comment elles ont marqué durablement leur vie d'adulte. Donc, comme je le disais un peu plus tôt, comment parler des enfants juifs cachés sans s'attarder sur celles et ceux qui les ont sauvés. C'est donc logiquement la deuxième section du livret. Merci Salomon. Non, un peu avant. Non, il faut que tu reviennes. Encore. C'était juste après. Non, la deuxième sous-partie, juste après. Encore. Non, c'est reparti dans l'autre sens. Il y a toujours des... Voilà, donc on y est, et la page d'avant aussi. Donc c'est logiquement le sujet de la deuxième section de mon livret. Je pense que c'est d'autant plus nécessaire que la France, comme vous le savez, est le pays d'Europe qui a sauvé le plus grand nombre d'enfants juifs. Et là encore, se posait dans le livret une question de définition qui fait écho bien sûr au sujet du colloque de l'année dernière sur les justes. Et donc, dans la section du livret à sujet, j'ai essayé de rendre compte, là encore, la diversité des profils, des motivations et des modes d'action de ces gens qui ont participé au sauvetage d'enfants pendant la guerre. Tout d'abord, en abordant bien sûr la catégorie juridique et mémorielle de justes, mais aussi toutes ces personnes qui n'ont pas eu cette reconnaissance pour différentes raisons. Tout d'abord parce qu'elles ont... elles ou leurs descendants refusaient de recevoir cette distinction, aussi parce que leur identité n'a jamais été connue, c'est le cas de Koala qui a joué un rôle crucial dans la survie de Claude, parce que ces personnes aussi également étaient juives et que cette reconnaissance de Yad Vashem est réservée aux non-juifs, et aussi parce que leur motivation et la nature de leur engagement ne correspondaient pas à la définition quand même relativement stricte retenue par Yad Vashem. L'autre point que je voulais aborder plus en détail, c'est la sous-section sur l'après-guerre. C'était, comme je l'ai dit au début de mon intervention, l'une des ambitions premières de mon projet,
insister, essayer de faire comprendre notamment aux élèves que la Shoah ne s'est pas arrêtée en 1945 pour les survivants et leurs familles. Pour reprendre les termes de Boris Cyrulnik, la fin de la guerre ne fut pas la fin du problème. Pour les enfants juifs cachés, la libération et les premières années de l'après-guerre sont bien entendu une période charnière. Les premiers souvenirs de beaucoup d'entre eux remontent à cette période où ils connaissent la joie et le soulagement, mais aussi l'incertitude et les désillusions. On a parlé bien entendu de l'hôtel Lutetia. La libération est un moment marquant pour beaucoup d'entre eux. Jean-Claude vous le dira peut-être cet après-midi, mais il se rappelait, quand on en a discuté, avoir essayé de parler à des soldats américains juste en criant les noms des musiciens de jazz qu'il connaissait, puisque c'était les seuls mots anglais qu'il connaissait. Gabriel, que nous avons eu la chance d'écouter l'année dernière, lui se souvient, comme peut-être beaucoup de jeunes de son âge, de la première Jeep américaine qu'il a vue à la Libération. Donc un peu plus tard, ça peut être parfois quelques mois, parfois plus d'un an, ou voire 2 ans, c'est la réunification avec les proches, et pour certains, parmi les plus jeunes, la première rencontre avec le père, qui revient souvent, c'était assez fréquemment le cas en Alsace, le père revenait des camps de prisonniers en Allemagne, c'est le cas de Roland, et c'est aussi le moment où ces jeunes vont découvrir leur judéité, j'en ai déjà parlé, comme Roland qui en a parlé à plusieurs reprises, qui ne comprenait pas pourquoi, après avoir grandi bien entendu dans la campagne française, il ne pouvait pas manger de jambon et de saucisson chez son grand-oncle. Donc au-delà de la joie et du soulagement qui va accompagner la fin de la guerre, cette période, et je pense qu'il fallait vraiment insister là-dessus, est parfois très difficile pour les enfants et leurs parents, malgré la fin des persécutions, malgré la fin de la guerre. Beaucoup de familles juives sont dans une situation économique très compliquée, ont perdu tout ou une partie de leurs biens à cause des pillages et des spoliations. Les retrouvailles entre les parents et les enfants sont rarement immédiates. Certains parents doivent retrouver leurs enfants qui ont changé de cachette plusieurs fois. Les difficultés peuvent aussi venir des réticences de certaines personnes à rendre les enfants. Je pense que tout le monde ici a entendu parler de l'affaire des frères Robert et Gérald Finali, qui a vraiment durablement marqué les mémoires en France et au-delà. Les retrouvailles, quand elles ont lieu, sont aussi parfois assez compliquées. Beaucoup d'enfants juifs cachés ont développé des liens affectifs très forts avec ceux qui les avaient accueillis pendant la guerre. Au retour de leur famille, il faut donc se séparer de ces gens qu'ils considéraient comme des parents, oncles, marraines ou grands-parents. Jean-Claude, là encore, se souvient de la tristesse, il vous en parlera sûrement cet après-midi, d'avoir dû quitter les personnes qu'il avait accueillies pendant la guerre. Et cette deuxième séparation a souvent marqué ses enfants et a eu des conséquences durables, notamment sur leur vie familiale, sur les relations qu'ils ont été en mesure de développer avec leurs parents. Bien sûr, cette séparation n'a pas toujours été radicale et définitive. Beaucoup d'enfants continuent à passer dans l'immédiat après-guerre des vacances avec ceux qui les ont accueillis pendant la guerre, notamment pour alléger un peu le poids sur leur famille, qui, comme je l'ai dit, étaient dans des situations économiques assez difficiles. Et la plupart vont garder des contacts très durables avec ces personnes. Donc je pense que Jean Lévy peut en témoigner, Roland, Jean-Claude encore cet après-midi. Ils ont presque tous continué à rendre visite assez régulièrement avec les personnes qui les ont aidés pendant la guerre. Pour d'autres enfants, bien entendu, l'après-guerre est une période radicalement différente car les retrouvailles avec leur famille n'ont jamais eu lieu. Leurs parents et parfois la grande majorité de leur famille ont disparu dans les camps. Les parents d'Alain, dont je vous montrais l'affiche un peu avant, et celle de Sacha, ont tous disparu à Auschwitz. Il faut dès lors apprendre à vivre en tant qu'orphelin. Et là encore, il y a une grande diversité de parcours parmi ces orphelins. À Londres, pour lui, il considère que c'est même ce séjour dans une maison d'enfants de Lauzet, dans la banlieue parisienne, c'est à ce moment-là qu'il a été heureux pour la première fois de sa vie.
Donc je pense que cette période de vraiment l'immédiate après-guerre est particulièrement intéressante, notamment pour amener les élèves à réfléchir au traumatisme des enfants qui sont séparés de leur famille et des conséquences durables de la guerre, mais aussi pour réfléchir à tous ceux, surtout enfants, qui doivent fuir les conflits et se reconstruire ailleurs. Le dernier point que je voulais aborder aujourd'hui, donc une des sections, voilà, donc la première page, merci Salomon, donc qui fait plus directement écho à la thématique du colloque d'aujourd'hui, le témoignage et la mémoire. Donc pour la grande majorité des enfants juifs cachés, cette expérience a été bien entendu déterminante dans la construction de leur identité, dans leur vie d'adolescent, puis dans leur vie d'adulte. Qu'ils aient été âgés de 6 mois ou de 12 ans pendant la guerre, qu'ils aient été séparés de leur famille ou non, qu'ils aient dû dissimuler leur identité ou non, presque tous ont été durablement marqués par leur expérience d'enfants juifs cachés. Mais pourtant, pendant de longues années, ces enfants devenus adultes ont été silencieux et leur mémoire a été invisible. Beaucoup n'ont commencé à témoigner de leur expérience de la guerre qu'à la fin des années 80. Certains n'ont jamais pu en parler, même au sein de leur famille. Et donc il me semblait, donc c'est pire qu'au lycée, hein, il me semblait très important dans ce livret d'aborder cette question de la longue marginalisation de la mémoire des enfants juifs cachés. Puisqu'à la fin de la guerre, les enfants juifs cachés ne veulent pas ou ne peuvent pas parler de leur expérience de la guerre. Donc certains refusent d'en parler par peur, par pudeur, ou parce que, comme le dit André, que j'ai rencontré à Paris dans son témoignage, ils voulaient passer très rapidement à autre chose, retrouver une vie normale, profiter de leur adolescence et rattraper le temps perdu. Mais d'une manière générale, ces enfants ont rarement eu la possibilité de parler et d'être écoutés. Beaucoup d'adultes pensaient qu'ils étaient trop jeunes pour se souvenir ou trop jeunes pour avoir réellement souffert de la guerre. Et pendant longtemps, les enfants cachés n'ont pas été considérés comme de vrais survivants de la Shoah par rapport à ceux qui avaient connu les ghettos et les camps. Pourtant, comme on l'a vu, avoir été caché pendant la guerre a presque toujours eu des conséquences psychologiques sur le long terme pour ces enfants, la peur des arrestations, le déchirement affectif que constitue la séparation avec les parents puis avec ceux qui les ont accueillis pendant la guerre. Ces points, je pense, sont vraiment essentiels pour aborder la question du traumatisme, les conséquences durables que ce traumatisme a pu avoir sur la vie professionnelle et personnelle de ces individus, notamment avec le sentiment de culpabilité d'avoir survécu alors que tant d'autres étaient morts. C'est aussi un moyen, et là encore je vais faire écho à la présentation précédente, d'aborder peut-être avec les élèves le concept de résilience qui a été popularisé en tout cas en France par Boris Cyrulnik, lui-même bien sûr enfant juif caché, car beaucoup d'enfants juifs cachés ont réussi à surmonter le traumatisme malgré les épreuves qu'ils ont connues pendant leur enfance. Et finalement, je pense de parler de ça, de témoignage et de mémoire, c'est aussi de mettre en lumière d'une certaine manière l'engagement militant, je pense notamment à celui de Jean Lévy à Strasbourg, mais aussi de bien d'autres enfants cachés qui ont décidé de témoigner, de s'engager, soit en intervenant dans des écoles, dans des lieux culturels, ou en écrivant leur mémoire, et qui ont joué, et jouent encore, fort heureusement aujourd'hui, un rôle essentiel dans la sensibilisation et la transmission du souvenir aux jeunes générations. Donc pour conclure très rapidement, j'espère que ce document sera utile pour M. Facio et ses collègues, mais aussi pour d'autres enseignants soucieux de traiter correctement la Shoah dans leur programme. Je suis vraiment convaincu que les expériences des enfants juifs cachés peuvent servir de prisme ou d'angle d'approche pour enseigner l'histoire de la Shoah et échanger avec les élèves sur des questions très actuelles, sur les enfants pendant la guerre, enfants réfugiés et bien d'autres. Et j'espère aussi que ce document, parce qu'il se base, comme je l'ai dit, essentiellement sur la parole des témoins, contribuera au moins modestement au travail d'histoire et de mémoire, une fois que, pour paraphraser Jean-Claude Grimbert, la dernière survivante aura rejoint les siens dans le ciel de Pologne et que nous serons toutes et tous orphelins. Merci.
Oui, à ce moment. J'étais moi-même pour la première fois. J'ai toujours la voix qui tremble. Mais le contenu, la manière a terriblement changé. Et je pense que, ne serait-ce que de ce point de vue-là, c'est fantastique. Donc le livret pédagogique se trouve sur la table au fond de la salle. Bien entendu, les témoins qui ont été sollicités et tout recevront un exemplaire qu'on leur enverra chez eux. Et les écoles, c'est surtout là que nous aimerions le diffuser pour que l'œuvre de témoignage et de mémoire se fasse. Antoine est là et c'est le moment non pas de se dire au revoir, puisque nous allons poursuivre le travail d'une certaine manière avec lui. La Fondation ne va pas le lâcher le 31 août et passer à autre chose, mais c'est le premier, il nous tient à cœur, on le gardera avec nous d'une certaine manière et on aidera dans la mesure du possible. Cependant, il y a un passage de témoin à effectuer et donc je vais vous expliquer rapidement que le comité scientifique avait lancé un appel à candidature et reçu cette année 12 propositions. Celles-ci ont été examinées séparément, chacun chez soi pour ne pas influencer l'autre, par tous les membres du comité, ainsi que par les membres d'honneur, à savoir le grand rabbin Gutmann et Madame Bataille Dragoni, qui est la secrétaire générale adjointe du Conseil de l'Europe. Cette année, la majorité des voix a porté son choix sur Charlotte Barbu, que je prie de venir me rejoindre. Charlotte est née en 1975 en Roumanie. Elle a un PhD en histoire. Elle s'occupe d'éducation formelle et informelle à Galatie. Elle parle et ou comprend le roumain qui est sa langue maternelle, l'anglais, le français et l'italien. Alors, je demande aux membres du comité scientifique de me rejoindre pour remettre le diplôme à Charlotte. Sylvie, on t'attend. C'est à vous, Charlotte. Voilà. Charlotte a préparé un PowerPoint et elle va vous expliquer quel sera le travail qu'elle compte entreprendre dans les 2 années à venir.